C'est pas l'exercice le plus simple, hein. J'ai absolument pas l'ambition de conclure. Je voudrais peut-être simplement dire en tout premier qu'il y a quelques années, on l'a déjà oublié, mais qu'on s'était interrogé sur, quand les deux régions se sont regroupées, sur l'intérêt de conserver ou pas ce temps d'échange annuel. Je pense que bien nous en a pris de persévérer, de le réorganiser et de garder le bénéfice dans notre région d'une rencontre d'une aussi haute tenue et de si bonne qualité, qui est honorée accessoirement par la présence du préfet de région, de la présidente de région, accompagnée de toute son équipe. Et puis, je pense qu'on peut ensemble remercier chacune et chacun d'entre vous, de toutes celles et tous ceux qui ont répondu à cette invitation, parce que, comme ça a été dit, il y a le nombre, mais il y a aussi la diversité des publics qui participent à ce rendez-vous. Et je trouve que l'ambiance posée, réfléchie, qui a prévalu sur la qualité des travaux de cette matinée est quelque part un signe, comme l'a rappelé l'ancien président national des jeunes agriculteurs, un signe d'espoir, parce que partout où des hommes et des femmes réfléchissent, veulent construire ensemble, ils risquent quand même de se trouver des solutions. En tout cas, c'est plutôt dans des attitudes dynamiques et collectives qu'on peut espérer les trouver, même si la deuxième partie de la matinée et le sujet qui était le plat de résistance traité est quand même préoccupant. Je voudrais quand même revenir une seconde, pour pas qu'on l'oublie, sur la première partie des travaux et sur la restitution qui mérite d'être saluée, qui est le fruit d'un engagement assez exceptionnel de nombreux collaborateurs des organisations professionnelles agricoles et tout particulièrement du réseau Serre France, du réseau de conseils comme les chambres d'agriculture, mais pas que, puisqu'au verso du document extrêmement riche qui vous a été remis, vous verrez que le nombre d'acteurs qui s'associent à ces travaux est quand même très important. Il y a les productions qui vont bien, tant mieux, et on ne peut que s'en réjouir. Ça mériterait quand même peut-être qu'on ne perde pas de vue, même si on n'est pas là pour pleurer et que c'est une réunion de travail sérieuse, mais que dans ce métier-là, les capitaux qu'il faut engager, les heures de travail qu'il faut consacrer, la polyvalence que doit être celle du chef d'exploitation dans un univers de compétences sur lesquelles il doit être à peu près bon partout, en tout cas n'être moyen et surtout pas mauvais nulle part, mérite quand même, tant mieux pour ceux qui se voient rémunérés de leurs efforts et de leur volonté d'entreprendre. Ça n'est malheureusement pas le cas de tout le monde, parce que hors secteur viticole, et bon, gardons en présence que des moyennes, c'est des moyennes, ça n'exclut pas des gens qui peuvent souffrir ici ou là d'un accident climatique, mais pour le reste des autres productions, et Vincent Lavier tout à l'heure a cité des secteurs géographiques où les limites de perspective semblent un peu atteintes, je pense que, voilà, moi je retiens aussi qu'un quart des éleveurs de bovins sont en dessous du seuil de la pauvreté. J'espère que la question majeure de l'évolution climatique, du changement climatique, pour ne pas employer le mot réchauffement, ne nous fera pas oublier ça. Et si je veux le dire, c'est que je pense qu'à ce stade-là, il n'y a pas un quart des éleveurs de notre région qui sont un quart d'abrutis dans ce secteur professionnel. Tous peuvent aller sur le marché de l'emploi, ils ne vont pas y rester longtemps. Voilà, je le dis bien tranquillement, mais avec un peu de fermeté. Je le dis surtout pour que peut-être on arrête ceux qui ont encore envie de relever la tête et d'essayer de faire pour le mieux, ou en tout cas ce qu'ils considèrent être le mieux de ce qu'on leur a appris, dispensé comme conseil, comme recommandation, on ne finisse pas complètement de les décourager, parce que l'agriculture et peut-être l'élevage et la polyculture élevage, avant d'être un handicap, est un atout. Donc prenons soin des derniers paysans qui restent, parce qu'il en restera bientôt trop peu. Voilà, je voulais simplement rappeler, et j'en termine sur cette première partie, mais je le dis parce que c'était important de le faire l'année passée, tout comme on a voulu traiter d'un thème majeur cette année, nous avions aussi traité d'un thème important l'année passée comme sujet un petit peu de résistance, qui tournait autour de la ressource personnelle du chef d'exploitation, en ne perdant pas de vue que
comme tu l'as rappelé, Fabrice, il y a toujours le cartel haut des gens qui tirent leur épingle du jeu, mais il y a aussi un peloton qui s'étire et des gens qui décrochent. Et je pense qu'aujourd'hui, le niveau de fragilité psychologique d'un certain nombre d'agriculteurs, toute production confondue, est dans une zone préoccupante et de gravité qu'il faut prendre au sérieux. Évidemment, une réaction sur la deuxième partie. Tout à l'heure, dans vos propos introductifs, Madame la Présidente, vous avez rappelé, je ne sais pas, je crois que c'est le mot traumatisme que vous avez utilisé pour qualifier la sécheresse d'été, mais aussi d'automne 2018, dont certains coins de notre territoire, avec les faibles précipitations dont ils ont bénéficié aujourd'hui, sont encore à peine sortis. Ça mérite d'être dit. Les précipitations ont été inégales, tant mieux pour ceux qui étaient sous les nuages, avec une pluie plutôt généreuse ces derniers jours. Ce n'est pas le cas encore de tout le monde. Vous avez raison que c'est un traumatisme, mais le rapprochement quand même de ces événements qui impactent au quotidien notre profession nous aide à ne pas perdre la mémoire et à quand même être de plus en plus conscient, en travaillant la terre, que ce rendez-vous devant lequel on est confronté est quand même une véritable source de préoccupation. Et j'ai beaucoup apprécié les propos qui ont été les vôtres, Madame Breda, et je pense, en tout cas, ça n'engage que moi, mais à titre personnel aujourd'hui, si on devait revivre une situation comparable à celle qu'on a vécue l'année passée, pour ma part, je ne me sentirais pas capable d'aller auprès de collectivités, qu'elles soient régionales, départementales, pour appeler à l'aide. Non pas que ces secteurs et ces exploitations n'en aient pas cruellement besoin, mais on sent très bien que ce n'est pas comme ça qu'on va savoir répondre dans le temps et dans la durée à une évolution qui est devenue maintenant incontestable et malheureusement irréversible. Et je pense, ne le perdons pas de vue, que quel que soit le niveau d'effort des collectivités, extrêmement important puisse-t-il être jugé, qu'il est absolument incapable de compenser, ne serait-ce que partiellement, le déficit de générosité de la nature. Et que dans notre monde paysan, producteur de biens du vivant, si nous devons être durablement confrontés à des handicaps majeurs dans ce qui était jusqu'à maintenant nos savoir-faire d'agriculteurs et de producteurs, c'est d'autres solutions que l'intervention ponctuelle qu'il nous faut trouver. Et les fonds qu'on a mobilisés pour voler au secours des exploitations les plus fragilisées, je pense qu'il faut les mobiliser dans une organisation collective, comme ça a été appelé des vœux de certains ce matin, pour rendre un vrai service qui s'inscrive dans le temps, dans la durée, qui servent les gens d'aujourd'hui et ceux de demain. Monsieur le préfet, je crois que vous avez, excusez-moi si je ne suis pas parfaitement fidèle à vos propos, mais en fin de propos introductif, dit « L'État ne peut pas laisser les agriculteurs seuls face aux défis qu'ils auront à relever ». Je partage votre analyse, ce serait une attitude d'autant plus injuste que de laisser les agriculteurs seuls, qui serait profondément inéquitable de leur faire porter toute la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui. C'est trop simple, c'est trop méconnaître et pour le coup oublier un peu ce qu'est notre histoire. On s'y est tous mis, tout le monde s'y est un peu mis, l'enseignement professionnel agricole, tous les réseaux de conseils sans exception. Qui est-ce qui étaient les ingénieurs qui recommandaient, comment on appelait ça, le remembrement, le drainage, etc., etc. Ces modèles ne sont pas nés dans la tête d'un paysan isolé dans sa cour de ferme, mais bien de politiques publiques jugées à l'époque et au moment comme étant les plus appropriées, les plus adaptées. Donc je pense que dans le sérieux qui caractérise l'échange de ce matin, il faut que nous soyons plusieurs voix pour être moins violents, moins brutal avec l'agriculture, les agriculteurs, et plutôt dire que pour le peu qu'on les mobilise avec un peu de doigté, de savoir-faire, qu'on les prenne et qu'on les emmène collectivement en les touchant sur la corde sensible qui est la leur, c'est-à-dire nourrir,
correctement, en respectant l'environnement, les populations, ils se mobiliseront. Voilà, parce que quand j'entends parler d'agroécologie, mais j'adhère, je pense que personne ne peut ne pas adhérer. Mais écoutez, les premières recommandations de l'agroécologie d'aujourd'hui, mais est-ce que c'est très loin de l'agriculture de la fin de la carrière de nos parents, où il y avait de la polyculture élevage, où il y avait une cohabitation d'espèces dans la cour de ferme, où on ne gaspillait pas la matière organique, etc., etc. Enfin, je ne voudrais pas dire des choses qui apparaissent ridicules, mais je voudrais simplement rappeler que le système qu'on appelle aujourd'hui de nos voeux et qu'on décrirait comme vertueux, à opposer à une espèce de cataclysme que les paysans ont régénéré, il faut quand même en tirer un bilan collectif et il n'y en a pas qui ont le droit de passer la tête par le lien. Voilà, je dis comme je le pense. Madame Breda, je vais dire une chose que je ne devrais pas dire, mais comme je dis toujours, et ça m'a valu souvent des ennuis, ce que je pense et ce que je ressens, je vais le faire quand même. Quand cette réunion se préparait, et une nouvelle fois, je salue ceux qui la préparent, parce qu'encore une fois, hein, pour sortir ce document-là, nous, on va peut-être même pas le lire complètement au complet, mais ceux qui l'ont écrit, travaillé, lu et relu, chapeau quand même. Et tous les ans, ça s'empile et ça constitue de belles références. Donc, ils étaient inquiets parce que ils ne vous connaissaient pas, vous veniez de l'INRA, et en plus de la Lorraine, et vous étiez dans le bois, dans la forêt. Donc, vous partiez pas avec tous les atouts. Bref. Plus sérieusement, je crois que vous avez une réunion téléphonique de travail et là, ils ont dit ça devrait bien se passer. Nous voilà rassurés. Eh bien, en tout cas, Madame Breda, je crois qu'on peut tous, et ça a déjà été fait, vous remercier sincèrement, chaleureusement. D'abord parce que vous traitez d'un sujet qui est quand même un brin affolant, mais vous le faites de façon posée, sans dramatiser, mais sans non plus cacher la vérité. Et je pense que tous les agriculteurs dans cette salle auront quand même apprécié le fait que vous nous protégiez un petit peu, de façon en tout cas bienveillante, c'est ce qu'on a cru percevoir, en disant que tout ne vient pas non plus des pratiques agricoles. Et est-ce que même on est si sûr que ça, de qui est à l'origine de ce changement climatique? Bon, bref, je ne veux pas être trop long. J'ai lu, et je vous invite à y jeter un coup d'œil, je crois qu'il y a quelques jours, un article paru dans Le Parisien de Yves Cochet. Ce n'est pas que je garde un souvenir précis de ce ministre de Lionel Jospin, mais j'ai quand même trouvé que son article méritait d'être lu. Alors le début est assez affolant, la fin, ça s'est un peu amélioré. En tout cas, je pense que ça rejoint beaucoup de sujets de ceux que vous avez évoqués. Vous avez employé le mot de communauté, d'espace, de territoire. Et je crois que le chantier autour du changement climatique est d'une telle complexité, avec une telle multiplicité d'acteurs qui pourtant détiennent des savoirs et des connaissances, que le vrai sujet est probablement un peu, je le dis avec modestie, hein, quel est le bon espace pour mettre toutes les forces et les meilleurs et les gens motivés, comme ça a été dit, au travail pour œuvrer collectivement. Et je pense très honnêtement qu'il ne faut quand même pas qu'on attende tout d'ailleurs, mais on peut avoir 2-3 points de repère. Moi, je ne dis pas grand-chose du dernier rapport du Sénat sur l'évolution de l'agriculture. En tout cas, il faudra plus beaucoup de temps pour que désormais on importe à peu près la moitié de notre alimentation. Je veux dire, vous dites ça à des paysans qui ont la fierté de bien travailler, ça leur fout une secousse. Bref, il faut faire attention. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, ne massacrons pas le carteron de paysans, moins de 400 000 aujourd'hui, qui restent en France. L'autre jour, on m'a invité, mais je ne sais pas si j'aurais dû y aller, ça m'a quand même secoué, à participer à une journée de réflexion d'étudiants à Sciences Po, Paris, au campus de Dijon, qui planchaient sur la politique agricole commune. Ah ben, si vous venez en forme, vous repartez un peu amoché. Mais je pense que le pire d'entre eux, c'était peut-être bien le prof, l'enseignant, qui est un type bien, mais était un peu malheureux quand même. À la fin, moi, je lui ai dit que je n'allais pas me coucher comme ça. Mais il y a quand même
Enfin bref, pour paraître aimable, à la fin, en aparté, il m'a dit « Qu'est-ce que vous pensez des abattoirs, comme on les appelle, locaux, là, qui vont se déplacer dans les fermes? Mobiles. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que j'ai toujours pensé, c'est qu'on a la chance, dans notre pays entre autres, d'avoir une diversité de modèles de production, de complémentarité d'acteurs, que je n'ai pas d'a priori, ni pour, ni contre, en tout cas pas contre. Mais si ceux qui forment une forme peut-être d'élite de la nation, Sciences Po, moi qui ai un modeste BEPA, je me suis dit, mais voient l'organisation de l'agriculture par ce seul prisme-là, il faut quand même aussi qu'ils écoutent, parce que l'autre jour, j'entendais aussi une question, mais qui n'était même plus une question, c'était une affirmation. Les paquebots abattoirs. Les paquebots abattoirs. Tout le monde voit bien ce que c'est qu'un paquebot. Dedans, on monte un abattoir gigantesque et on voit bien ce qui risque de se produire. Et les flux, etc., etc. Donc je pense que ça nous renvoie, comme vous l'avez très bien dit, à des sujets de société que l'agriculteur, seul et isolé dans sa cour de ferme, ne peut pas, ne sait pas répondre. Et je vois la directrice de l'INRA, et quand j'entends l'intervention de ce matin, et blague mise à part, peut-être une forme d'interrogation sur l'intervenante en phase avec le public, puisqu'elle venait plutôt du milieu forestier, je pense qu'il faut, au-delà de cette matinée, qu'on essaye de... Voilà, que ce ne soit pas une matinée pour rien. Et que peut-être sur les questions que vous avez posées, c'est quoi une bonne échelle d'organisation? Ce matin, j'ai entendu intervenir, entre autres, l'INRA, AgroSup, l'ADEME, je crois. Ici, il y a de l'intelligence, il y a de l'expérience, il y a du volontarisme. Je pense qu'il faut peut-être que sur ce sujet du changement climatique, qui se mette, comme vous venez de le dire, Monsieur le Préfet, une organisation peut-être plus transversale, plus collégiale, où on acceptera aussi de faire confiance à une pluralité d'acteurs qui vont essayer de débroussailler un chemin complexe. Et je termine en m'excusant d'avoir été trop long, mais le sujet est quand même grave quand on est agriculteur. Vous voyez, je pense que si on veut... Et vous lirez quand même l'article de Cochet, parce que sûrement que c'est des conneries, mais il y a toujours une marge de probabilité incertaine, mais quand même, dans ce que des gens appréhendent dans leur analyse. Je pense que quand on discute de ce sujet de l'environnement, du changement climatique, etc., etc., je pense qu'il faut veiller à ne pas l'aborder toujours de façon punitive, pénalisante, brimante, accablante, en montrant du doigt. Je pense qu'il faut faire adhérer les gens, il faut leur donner envie de suivre, même si la complexité apparaît effarante, mais il faut enthousiasmer les gens, pas tout le temps leur cogner dedans. Et vous voyez, moi, quand je vois comment on a transformé le Grenelle de l'environnement, et quand on a fait une litanie de textes, tous plus pénalisants les uns que les autres, alors ça, vous mettez en vrac des gens qui avaient envie de relever la tête. Et aujourd'hui, quand je vois que dans les procédures d'appel d'offres, des bâtiments solaires de 250 kW, je connais le sujet, c'est-à-dire 2000 m² couverts, Dieu sait s'il y a un paquet de paysans qui auraient besoin de ces bâtiments-là pour déjà peut-être moins peiner, produire de l'énergie, etc., etc. Vous savez qui rempellent les appels d'offres à 80% aujourd'hui, Total et EDF. Voilà. Les paysans aussi pouvaient mettre du solaire sur leurs bâtiments. Il aurait fallu des politiques publiques constantes qui résistent à l'épreuve du temps et que ce ne soit pas le pot de terre contre le pot de fer. Voilà, donc encore merci à chacune et à chacun. Merci Madame Breda, j'ai cru comprendre que vous aidiez des gens à réfléchir. Nous, on a toujours eu besoin d'un peu d'aide et quand c'est des gens sympathiques qui nous aident, on le prend bien volontiers. Je pense très honnêtement qu'avec un certain nombre d'acteurs, il faut rebondir sur cette réunion. Je pense que les jeunes qui envoient aujourd'hui des messages avec force nous interpellent et quand ils écrivent, par exemple, à la Chambre de Saône-et-Loire en disant « Nous, on a des idées, mais vous, président de la Chambre d'agriculture, vous pouvez agir », je pense qu'il y a un peu de naïveté parce que s'ils arrivent à cette responsabilité, ils en mesureront aussi les limites. Mais je pense qu'on doit répondre à cette jeunesse qui a le droit de s'interroger sur une planète qui serait une cocotte minute. Merci.
Avant de donner la parole à M. Favrichon et ensuite à Sophie Fonkerny, je veux juste vous dire, Monsieur le Président de la Chambre régionale d'agriculture, on ne va pas essayer, comme vous l'avez dit, de mettre en place une organisation territoriale au service de cet enjeu. On ne va pas essayer, on va faire avec résolution. Alors, M. Favrichon. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, je ne vais pas revenir sur la conjoncture qui a été évoquée en début de réunion, mais c'est évidemment, comme l'a dit le Président de Serre, un élément clé de l'avenir. Je ne vais pas revenir non plus sur la question des aides à la sécheresse qui a été évoquée tout à l'heure, simplement pour rappeler que l'État a été, je pense, aussi particulièrement réactif et efficace sur la mise en œuvre de ces aides, mais le sujet précis, déjà cher, est bien noté et connu du ministère. Je voulais réagir en fait en conclusion sur 3 points et peut-être aussi dans le premier un peu en tant qu'individu ou citoyen. Je me suis beaucoup interrogé par rapport à cette réunion et face, je dirais, au grand mur qui est devant nous, et je me suis dit, bon, ma vie finalement n'a pas beaucoup changé depuis 40 ou 50 ans. On nous annonce une période de rupture majeure. Bon, j'en parle aujourd'hui devant vous, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Voilà. Alors, je me suis interrogé sur la prise de conscience. Est-ce que tous, collectivement et individuellement, on a vraiment cette conscience de ce qui se passe? Alors, j'ai repris les dates. 1827, c'est un savant français, Fourier, qui a défini l'effet de serre. 1827. En 1967, il y a eu les premières prévisions de chercheurs sur le réchauffement planétaire, avec une annonce de plus de degrés avant 2050. 1967, ça fait 50 ans. Et puis 1979, c'est la première conférence mondiale sur le climat à Genève, avec le lancement d'un programme de recherche. Bon, déjà, ça m'a un petit peu interrogé sur mon état d'esprit et ma prise de conscience personnelle quand on se dit que depuis 50 ans, voire plus, on parle de ces sujets-là. Alors pourquoi autant de débats? D'abord peut-être parce que les enjeux nous dépassent, ils sont énormes. On nous annonce que 250 millions de personnes pourraient être forcées à s'exiler en 2050 à cause du climat. Les enjeux économiques, on ne les chiffre pas. Les enjeux sur la santé des plantes, des animaux, des hommes, évidemment, on en parle le moins possible. Les mortalités liées à la chaleur, on en parle quand même de temps en temps. L'alimentation, vous en avez parlé, avec les sécheresses agricoles qui s'annoncent, les incendies, l'impact sur le tourisme, je ne parle pas de la neige dans les massifs montagneux, les sujets de centrales nucléaires avec le refroidissement des centrales. Voilà, tous ces sujets-là, ils nous dépassent un petit peu et on se dit, bon, finalement, on n'y peut pas grand-chose. Ensuite, deuxième élément je dirais, difficulté par rapport à cette prise de conscience concrète, c'est la certitude absolue qui n'existe pas. Les scientifiques, et j'en étais un dans ma jeunesse, ont cet art d'annoncer des probabilités, c'est leur métier, donc c'est normal. Je relisais un rapport, un article dans Science de 2018 qui disait que la probabilité que le changement climatique soit anthropique est à plus de 99,99%. Bon, il reste 0,01% que ce ne soit pas le cas. Ensuite, on a tous, je pense, une certaine fascination pour la mauvaise foi. Je reprenais aussi dans la littérature le fait qu'un sénateur américain en février 2015 avait brandi une boule de neige au Sénat en mois de février en disant, voyez, le changement climatique, ça n'existe pas. Bon, ça fait sourire et puis ça fait son effet aussi dans les têtes. Le fait aussi peut-être que le changement climatique, quand c'est loin, ça ne nous concerne pas et on l'oublie vite. Je rappelle, j'ai quasiment redécouvert que le 14 mars 2019, il y avait une ville au Mozambique, donc qui s'appelle Beira, qui a 500 000 habitants, qui avait été détruite par un cyclone, et que l'ONU avait considéré que c'était la première catastrophe due au changement climatique. Voilà. Ensuite, on a beaucoup de mal, évidemment, entre la météo et le climat, entre le court terme et le long terme. On a foi dans la science. On a plein d'éléments qui font qu'on n'y croit pas et on n'agit pas forcément tous les jours. Autre élément de réflexion qui m'a un petit peu secoué aussi, comme si j'utilise l'expression du président de la Chambre d'agriculture, c'est une question de génération. Dans la salle, j'ai quand même entendu 2 jeunes intervenir dans une démarche et des messages, je dirais, qui étaient globalement quand même plutôt positifs sur l'enseignement et sur d'autres éléments. On a des jeunes qui sont dans la rue, vous le savez, 1,5 million ou 1,8 million de jeunes qui étaient dans la rue le 15 mars. Donc voilà, est-ce qu'on n'est pas dans une question aussi de génération?
Autre élément, on n'y croit pas et on se dit, ben, finalement, avoir le climat méditerranéen par ici, ça serait pas si mal en tant que citoyen pour pouvoir manger dehors régulièrement et prendre le pastis. Il y a une question aussi entre les riches et les pauvres. C'est 10% des plus riches qui sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et 1% qui émettent à eux seuls plus de carbone que la moitié la plus pauvre de la planète. Et dernier élément, je me dis, voilà, au niveau politique, on parle de consensus. Qu'est-ce que c'est qu'un consensus? Ça se distingue certainement de l'unanimité, qui est une vraie façon d'agir, alors que le consensus, on dit d'ailleurs souvent mou, ça n'a pas du tout la même image. Voilà, au-delà de ce constat, je me suis dit, voilà comment agir. Alors, je n'ai aucune clé, bien sûr, je suis qu'un petit élément de cette réflexion globale, comment on peut construire ensemble des solutions. Je pense qu'il y avait plusieurs mots-clés qui ont été évoqués durant les présentations. Le premier, c'est la notion de transition. Ça se distingue d'une révolution brutale ou d'une mutation subie. C'est sans doute un passage obligé, mais qui est un passage qui peut être en douceur. Deuxième élément clé, c'est que l'action, elle doit être maintenant. Je citerai le rapport des deux parlementaires, des deux sénateurs qui est sorti il y a quelques jours, dont le titre c'est « Urgence déclarée, éviter l'ingérable et gérer l'inévitable ». Donc c'est agir maintenant pour deux choses, parce qu'en gros, il y a avant 2050 et après 2050. Avant 2050, on peut encore peut-être s'adapter. Après, si les scénarios se confirment, et hélas, on a eu dans le monde des émissions de CO2 qui n'avaient jamais été atteintes en 2018 depuis 8 ans, je crois. Donc agir maintenant, c'est indispensable, à la fois pour s'adapter et pour préparer la suite. Troisième élément de réflexion, c'est la temporalité dans les actions d'adaptation. Je citerai par exemple, voilà, avoir toujours ces éléments en tête. Une culture annuelle, c'est annuel, on peut la changer chaque année, on peut changer de variété, etc. Un système d'exploitation, c'est 10 ans, en gros. En arboriculture ou en viticulture, ce qu'on investit aujourd'hui, c'est pour 30 ans au moins. Une infrastructure d'irrigation, un bâtiment, c'est pareil. Une succession forestière, c'est 100 ans. Un pont, je ne parle pas des ponts, on en a parlé il y a quelques semaines, c'est également de l'ordre de la centaine d'années. Ensuite, il y a un élément important qui doit être aussi dans nos têtes, dans nos raisonnements, c'est les outils de mesure de nos choix. Je pense que le fait de raisonner carbone, c'est vraiment essentiel et on devrait à la fois calculer carbone et communiquer carbone sur ce qu'on fait. Je reprenais le site de la SNCF où je vais de temps en temps pour réserver des billets. Ils mettent en tout petit en bas le carbone économisé. C'est vraiment un enjeu majeur aussi par rapport à la viande, à la prairie, à des choses comme ça. La tonne de CO2 émise, elle vaut aujourd'hui, je crois, 27 € sur le marché de l'Union européenne. Les taxes, on parle beaucoup de taxes sur le carbone telles qu'elles sont actuellement en France ou en cours de réflexion autour de 40 €. L'estimation de la valeur actuelle d'une tonne de CO2 évitée en 2030, elle est chiffrée à 250 €. Et puis un autre chiffre, il faut 10 000 ans pour faire disparaître le CO2 dans l'atmosphère. Ensuite, il y a un autre élément psychologique, et je m'adresse à moi-même autant qu'à vous, c'est passer d'une vision nous ou les autres, qui doit agir, c'est sûrement le plus difficile. Et puis le dernier point, mais ça a été très bien expliqué par Madame Breda, c'est sur l'action dans l'incertitude. Il y a un certain nombre de facteurs clés. Le premier, c'est privilégier des solutions qui sont dites sans regret, c'est-à-dire qui permettent à la fois de s'adapter et d'atténuer. Deuxièmement, c'est prendre en compte des solutions quand elles existent, qui sont plutôt fondées sur la nature. Je sais que je vais faire réagir un certain nombre d'entre vous, mais sans doute fondées sur la nature, parce que si elles sont fondées sur du matériel, du solide, derrière c'est du carbone, etc. Donc c'est sans doute moins dans l'atténuation et l'adaptation à la fois. Ensuite, c'est expérimenter, innover, ça a été dit. J'avais bien repris dans les rapports de l'INRA la notion de différents types d'adaptation, qu'elles soient incrémentielles, systémiques ou transformationnelles, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Simplement pour dire que les chercheurs avaient estimé que le changement climatique depuis 40 ou 50 ans, le réchauffement de l'ordre de 0,8 degrés qui a eu lieu sur la Terre, aurait dû conduire à une remontée des cultures d'à peu près 150 ou 180 km vers le nord. Mais tous les changements, je dirais, incrémentiels qui ont été mis en place, les variétés, les dates de récolte, etc., ont permis d'éviter cette fluctuation vers le nord des cultures, mais demain, ça sera sans doute plus possible. Et puis, dernier élément de réflexion dans cette incertitude, c'est travailler en transsecteur avec les chambres de commerce, avec les chambres des métiers, la méthanisation, le gaz, le biosourcing, etc., et en interfilière. Ma petite conclusion rapide, si vous me permettez.
Je partais d'abord sur des conclusions pessimistes. Donc je citais Michel Serres qui avait écrit il y a quelque temps « Je suis certain que nous allons désormais à une catastrophe dans notre histoire dont notre histoire ne nous donne aucun exemple, si nous ne changeons pas au plus vite nos coutumes, notre économie et nos politiques. » Et puis un autre auteur qui avait dit « Le pire n'est certes jamais certain, mais il ne faut jamais sous-estimer l'incapacité humaine à le conjurer. » Et puis je pensais quand même terminer sur quelque chose d'un peu plus optimiste, avec tout ce qui a été dit ce matin et les propos du président de Serles. Il faut qu'on entretienne ce mouvement. Je pense que la journée d'aujourd'hui, même si beaucoup de choses ont déjà été faites depuis longtemps par le monde agricole et par la société en général, il faut qu'on entretienne ce mouvement et que cette journée soit vraiment une journée de déclenchement. L'INRA nous a apporté des perspectives. Un, de voir mieux demain à travers ce brouillard, de voir mieux ce qui peut se passer demain. On avait une vision planétaire, on sent qu'on commence à avoir sérieusement des visions beaucoup plus localisées sur le plan régional, voire infra. L'INRA nous apporte des solutions aussi techniques dans un partenariat, comme ça a été rappelé, avec le terrain. Et puis l'INRA nous apporte aussi, mais ça existe aussi ailleurs, des outils pour qu'on se pose les bonnes questions. Donc merci beaucoup pour la présentation de Madame Breda. Deuxièmement, on a la chance d'avoir, et ça a été rappelé, un monde agricole qui est un monde réactif, qui sait s'adapter. C'est un monde, je voulais le dire en conclusion, que les pouvoirs publics n'ont jamais laissé seuls agir. Je tiens quand même à le rappeler. Troisièmement, alors c'est des niveaux différents de réflexion. On a bien sûr des outils de réflexion en cours avec les filières, les travaux sur les territoires, les outils de la PAC, le GPI, les aides du Conseil régional, etc., etc., etc. Et je terminerai sur un dernier point qui est beaucoup critiqué sur les états généraux de l'alimentation. Je pense que la mise à disposition d'un certain nombre d'outils est une chose. Bon, il faut s'en emparer, il faut les faire évoluer, etc. C'est pas des bagages magiques. Je pense que pour moi, ce que je vois de clé dans les états généraux de l'alimentation et la loi qui a suivi, c'est la mise en relation entre la tentative de mettre en relation les enjeux économiques de répartition de la valeur, de rémunération et les enjeux de société. Et je pense que c'est ce que vous avez dit, Monsieur le Président, on ne réussira à faire face à ce changement climatique, à ces changements climatiques, que si on s'empare de cette occasion de faire ce travail, qui est un travail sur le plan psychologique essentiel entre le monde agricole et la société. Et pour ça, je reste optimiste. Merci. On dit que les oreilles qui ont faim n'écoutent pas. Donc il va falloir être très rapide. Et en fait, la question que je pose est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a partagé ensemble cet exercice qui nous tient particulièrement à cœur de cette conférence, cet observatoire. Exercice aussi que nous prolongeons dans les conférences filières et à divers endroits. Exercice où nous avons mis en point central le changement climatique, mais sans oublier, et ça transpire dans toute la première partie, sans oublier les autres enjeux de transition écologique, énergétique, de réponse à la demande, de renouvellement des générations, etc. Et surtout l'enjeu de revenus des agriculteurs qui nous préoccupe tous. Il y a un certain nombre de pistes qui ont été apportées. Et je crois qu'il faut peut-être qu'on repart d'ici en ayant une certitude, c'est qu'il nous faut un peu de méthode. Je crois que Mme Breda l'a dit, il y a pas mal de pistes qui ont été évoquées dans la première partie de cette rencontre, des pistes mélangées quelquefois pour lutter contre le réchauffement climatique, quelquefois pour s'adapter. Et il nous faut un peu de méthode et d'outils à la réflexion. C'est la première des choses. La deuxième des choses que j'ai apprises, moi, ok, plus jamais je parle de réchauffement climatique, mais je parlerai de changement climatique, parce qu'il faut bien qu'on intègre qu'il y a à la fois ces données de hausse de température, d'événements climatiques et de variabilité d'année en année. Qu'est-ce qu'on peut retenir aussi? C'est qu'il faut qu'on passe de la réaction à l'adaptation planifiée. C'est ce qu'on est en train de faire, en fait, dans cette conférence. C'est-à-dire qu'on a agi à court terme et à moyen terme suite à la sécheresse 2018. Et là, on travaille sur du long terme. À cette adaptation, c'est clair, le président de Chambre le disait, on ne pourra pas des années durant jouer aux pompiers, que ce soit l'État ou la région. Il nous faut préparer l'avenir. C'est une expression qu'aime bien la présidente, la région comme préparatrice d'avenir. Pour moi, c'est vraiment le vrai sens politique. Essayer d'imaginer quel pourrait être l'avenir.
Vous avez parlé de scénarios. Je crois qu'on n'en est pas encore là, mais ce sont des choses qu'il va falloir travailler. Ces scénarios tendanciels, on parle des fois de scénarios de rupture. Oui, il faut imaginer même des scénarios de rupture, les pires, là, dans les courbes hautes, pour inciter à l'innovation, à la réflexion, à bouger, quoi. Vous nous avez dit qu'il fallait qu'on passe du faire-face, l'incrémentiel, au systémique, ajusté au transformationnel, au changement. C'est vrai qu'on est dans les deux premières pour l'instant. On s'adapte, on fait face, mais là, il va falloir aborder la deuxième phase de changement réel. Et puis, ce qu'on retient aussi, c'est que, et c'est un enseignement aussi pour moi, je vous souhaitais à l'issue qu'on réfléchisse quelles sont les pistes pour les audits d'exploitation. C'est important parce que chaque agriculteur qui fait un audit se pose cette question de l'adaptation de son exploitation. Mais il ne faut pas qu'on en reste seulement à l'agriculteur, il faut qu'on ait cette réflexion à tous les niveaux, collectif, territorial, sachant que l'agriculteur, il est, comme l'a dit Vincent Lavier, souvent sur le fil, il bute par rapport à cette adaptation. Donc c'est une action encore là collective qu'on doit avoir. Collective en associant tout le monde. Et là, nous aurons plus besoin que jamais de la recherche scientifique, de l'innovation, avec un passage de la recherche à l'expérimentation, au transfert beaucoup plus fluide, et l'inverse également, parce qu'il y a aussi des groupes d'agriculteurs qui commencent très sérieusement à innover, à expérimenter aussi sur le terrain. Donc s'appuyer, partir des savoirs locaux, quelqu'un a dit. Voilà, donc c'est pour ça que sont faites ces conférences régionales agricoles, c'est d'être pas toujours le nez dans le guidon, dans le court terme et le moyen terme, mais se donner un petit peu de vision de l'avenir. Et je suis très contente que depuis 2 ans, nous arrivions à le faire, à avoir cette réflexion prospective. Et maintenant, la suite, je vous ai dit, il y a des conférences de filière où cette réflexion-là doit complètement transpirer et inspirer aussi nos actions soutenues dans chacune des filières. Il y a les audits d'exploitation, j'en ai parlé. Il y a cette question de l'eau à mener avec les agences de l'eau, avec l'État. Et vraisemblablement, c'est cette question-là qui amènera le plus de logique de territoire. Et puis, il y a peut-être des outils à mieux exploiter ou peut-être d'autres à inventer. Je pense à l'outil partenariat européen d'innovation que nous mettons en route, qui est justement un outil vraiment bien pour allier dans le même groupe de gens qui cherchent des solutions, qui allient agriculteurs jusqu'aux scientifiques en passant par le technicien. Je trouve ça particulièrement intéressant. Et nous aurons aussi à construire, bien sûr, le prochain PDR. Et évidemment, ça va être une préoccupation majeure, j'espère, de l'Europe, de la prochaine PAC. Et puis, nous aurons à prolonger cette réflexion. On voit bien qu'ici, c'est plus un déclic que nous avons eu. Alors, ok, peut-être provoqué, on va dire, par cette année particulière 2018, mais dans toutes les têtes des responsables qui sont ici, c'était déjà inscrit. C'était une préoccupation montante. Maintenant, il va falloir organiser les choses, peut-être travailler sur ces scénarios. Alors, est-ce que ça donnera lieu à une journée particulière? On va y réfléchir avec les partenaires de cette journée pour voir comment travailler sur les scénarios, filière par filière, secteur par secteur, pour essayer de préparer donc cet avenir. C'est clair qu'il ne faut pas jouer à se faire peur, et dans ce débat du changement climatique, c'est souvent un peu le cas. Mais en même temps, jouer à se faire peur, ça permet un peu de titiller, d'innover, de provoquer un peu à la préparation de l'avenir. Et puis, pour donner une note un peu positive, je crois que nous avons déjà des leviers. On a parlé d'agroécologie. Il y a un certain nombre de leviers agroécologiques qui peuvent aussi permettre cette adaptation. Il y a une opportunité de plantes, vous l'avez dit, des plantes qu'on pourra peut-être étendre, d'autres voir apparaître. Il y a un certain nombre de solutions aussi de lutte contre le changement climatique. J'ai participé hier à Région de France à un exposé sur les fermes bas carbone. Donc c'est une réflexion qui est menée au niveau national et qui est tout à fait intéressante aussi.
Voilà, nous ne sommes pas sans rien, ne désespérons pas, mais il va falloir quand même se provoquer encore un peu plus à la réflexion et à imaginer l'avenir dans notre région en 2050 et en 2100. Bien sûr, ça dépasse nos mandats respectifs, mais c'est notre vocation, on va dire, de responsable, de travailler aussi à ce long terme. Merci.